Ainsi que j'installe les confrères pour donc leur point de vue, leurs différentes analyses sur les sujets d'actualité de cette semaine. À nouveau, bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre. Je vous présente les éditorialistes du jour. Je suis avec Pascal Aguéondé, journaliste à La Nation. Bonjour Pascal. Angèle Touboula, bonjour. Merci d'être là. Constant Yaléou de la Radio Planète, bonjour. Bonjour Angèle. Merci d'être là ce matin. Je vous en prie. Et bonne année, comme il reste encore quelques jours. Les vœux sont réciproques. Merci. Pour la fin du mois de janvier. Voilà, alors nous allons démarrer ces échanges avec la dernière actualité concernant notre profession. Il s'agit de la disparition de Jérôme Carlos, journaliste et écrivain. Alors vous qui avez côtoyé l'homme, Monsieur Yaléou, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de témoignages déjà, beaucoup d'anecdotes là-dessus, mais on n'en finira jamais de parler vu la grandeur de l'homme. Alors on va consacrer quelques minutes de ces échanges-ci pour à nouveau lui rendre hommage. Alors vous qui l'avez côtoyé, Monsieur Yaléou, qu'est-ce que vous pouvez dire de l'homme? Oui, de Jérôme Carlos, s'il faut en parler, je crois qu'il faut séparer un peu en parlant d'abord de l'homme et parler maintenant de comment on l'a côtoyé dans la profession. Pour dire que pour qui connaît Jérôme Carlos, c'est un homme très humble. C'est son humilité qui vraiment fait de lui un grand homme, parce qu'il n'est pas du tout repoussant. Quel que soit qui vous êtes, vous l'abordez, il vous reçoit, il vous écoute, il vous oriente, et il aime beaucoup faire des blagues aussi. Rien qu'avec votre chemise, déjà, il peut déjà entrer en contact autrement avec vous pour parler, analyser. Et dès que vous lui dites ce qui vous amène, bon, là, il commence, même si c'est pas avec lui que vous avez à discuter, déjà que vous dites, je veux voir telle personne, par exemple, il vous dit, vous voulez le voir, vous le connaissez, si vous le voyez maintenant, vous pouvez le connaître. Donc, il trouve toujours par où entrer en échange avec vous, et vous devenez comme ça des amis. Donc, il n'est pas du tout gonflé, et il aime donner beaucoup de conseils aussi. Bon, maintenant, dans la profession, parmi les doyens, les anciens qui ont fait de notre presse une presse responsable, je crois qu'on doit pouvoir le citer parce qu'il est d'une génération de journalistes qui ont marqué leur temps, et surtout avec la Révolution. Où il y avait que le service public, les organes de service public. Donc, lui, il était beaucoup plus à Dao Express, je crois. Oui, et de l'autre côté, les Souley Siaka, les Marcel Benou et autres, Namagbo et autres, de l'autre côté de la radio, je crois, ce qu'on a entendu d'eux. Dans le temps d'abord, du point de vue professionnel, ils étaient très suivis. Et donc, c'était vraiment une élite qui a lancé la presse nationale. Et du point de vue éthique, il fallait leur reconnaître vraiment ce mérite-là, du point de vue éthique. Et c'est ça qui leur a valu ce que nous avons connu. Ils étaient obligés d'aller en exil parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certaines pratiques du régime dans le temps. Et ils ne voulaient pas, ils voulaient montrer que la presse, c'est à part, la politique à part, et que chacun devrait jouer son rôle. Oui, et ce courage-là, on devrait pouvoir leur reconnaître ça. C'est eux qui ont montré que en tant que journaliste, on est indépendant. Il faut réclamer. Il a souvent dit ça.
il faut réclamer l'indépendance. Si vous ne réclamez pas l'indépendance, c'est pas aux politiques de vous donner l'indépendance. Ça, c'est pas possible. Parce que chacun joue son rôle. Et la politique, c'est pas une affaire d'enfant de cœur. Donc, il a souvent, je me rappelle bien, un jour, on s'est rencontrés et il m'a dit combattant. Bon, donc j'ai dit, ah, doyen, c'est vous que c'est dans vos pas, on met les pas, hein, parce qu'on était un peu titillant dans le temps sur le régime en place dans le temps. Là, il m'a dit combattant. J'ai dit, ah, doyen, on est en train de vous ressembler, hein. Alors oui. Mais est-ce que ça ne vous dit pas de consigner des informations dans des documents par hasard? J'ai dit, ah, je n'ai jamais eu l'idée. Mais maintenant que vous l'avez dit, bon, je vais voir. Peut-être avec les autres confrères, puisque vous, votre collège de journalistes de ce moment-là, ça nous inspire. Donc, pourquoi ne pas, au lieu d'aller en cavalier seul, ne pas faire quelque chose avec les autres? Mais ça aussi, c'est pas mal. Donc, il faut y réfléchir un jour. Faut faire. Donc, voilà comment il a commencé par me donner des conseils. Vous voyez, donc, c'est des éléments qui ont marqué leur temps. Vous voyez, quand je parle, je prends un exemple, je peux parler de son collègue d'antan, de son confrère d'antan, qui est toujours là en train de se battre toujours pour la presse, le doyen Souley Isiaka, qui, quand il doit faire son journal, il bloque la porte. Le ministre de l'Intérieur est arrivé, il est de l'autre côté de la baie vitrée, il dit chacun fait son travail, son service est au ministère de l'Intérieur, moi je suis en studio. Donc c'était des gens comme ça. Quand ils devraient faire leur travail, ils le font et ils sont restés imperturbables. Oui. D'accord. Donc j'ai découvert finalement Jérôme Carlos d'expérience. Un homme d'expérience parce que ses chroniques étaient très suivies, mais vous allez constater que c'est des chroniques très bien, mais moins acerbes, donc on sent de la sagesse. Quand nous autres, on le faisait, on sentait qu'on était un peu piquant, mais par expérience, il n'a pas manqué aussi de nous en parler, dit non, avec votre âge, faites ce que vous faites. Après, vous allez comprendre. Quand il faut doser, personne ne vous dira, vous allez doser. Donc, c'est un homme très, 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 très magnifique. J'aime pas trop encenser les gens, mais franchement. Lui, il le mérite. On finira jamais de parler de lui tellement la portée de ses actes, de ses actions et également de ses chroniques. Oui, je ne sais pas aussi si parce qu'il a été grand sportif aussi et ça a joué sur son tempérament. Hein. D'accord. Il a gardé une quarantaine d'années le record de saut en hauteur. Oui, Pascal, vous êtes un peu plus jeune, de ma génération, certes, mais bon, il n'y a pas de journalistes qui ne connaissent pas Jérôme Carlos. C'est cela, je suis un peu inconfortable de parler d'un monument. Je prendrais des heures à écouter des témoignages et je ne m'en lasserai pas parce que déjà, tout ce qui a été déjà dit tout à l'heure par rapport à l'homme, tout cela ne fait que conforter davantage ce qu'on sait de lui. Et vous savez, tout le monde ne peut pas se mettre ensemble pour mentir. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand bien même vous ne connaissez pas suffisamment quelqu'un et que tout le monde se mette à dire que la personne est telle, que tout le monde converge vers les mêmes opinions par rapport à la personne, c'est que forcément il y a une grosse part de vérité là-dedans. Encore plus quand c'est quelqu'un qui n'est plus là pour vous encenser ensuite. Donc il n'y a aucun mérite à dire faussement du bien de lui. Aucun mérite. Voilà, je pense qu'il a laissé une trace. C'est tout simplement ce que cela veut dire. Il a pu laisser une trace dans l'univers et cela importe. C'est un exemple pour nous. Parce que passer dans ce monde sans laisser une trace, passer dans cette profession sans laisser une trace, être juste un figurant, il y a quelque chose de dommage là-dedans. Et quand vous avez une culture aussi dense, il faut partager. C'est la moindre des choses. C'est vrai que, je dirais sociologiquement parlant, ici au Bénin, nous avons tendance à enfermer nos connaissances, à nous enfermer nous-mêmes, à nous montrer trop privilégiés. Mais quand vous avez un homme qui est effacé, qui peut se confondre à tout le monde alors qu'il est dense. Et quand je dis dense, je ne le connais même pas assez. Mais ses œuvres sont là et parlent pour lui. Voilà. Quelqu'un qui, vous imaginez, quand vous
vous êtes exilé, vous allez dans un autre pays, mais que dans ce pays-là, vous exercez votre profession pendant des années et vous êtes dans l'élite encore dans ce pays. Ça veut dire que vous êtes compétent. Où que vous soyez, quand vous êtes compétent, où que vous soyez, vous restez compétent. Et ça, c'est la preuve de la compétence. Il était en Côte d'Ivoire, il a occupé de grands postes dans des organes là-bas, et de telle façon qu'il a marqué ce pays-là. Et pourtant, c'est un Béninois, vous voyez. C'est plus difficile de marquer un pays qui n'est pas le vôtre, mais il a pu le faire. Il a pu le faire, il a laissé des traces dans l'univers, il a laissé des traces par ses œuvres, par la qualité, je dirais même de son professionnalisme, parce que vous savez, c'est quelqu'un dont on donne l'exemple quand vous êtes en cours de journalisme, quand on veut vous parler d'éthique, quand on veut vous parler de professionnalisme, on vous parle de Jérôme Carlos forcément. Et c'est vrai, vous l'avez cité tout à l'heure, avec des personnes comme Souley Siaka qui ont de la personnalité, qui ont de la détermination quand ils travaillent, et qui s'affirment pendant qu'ils travaillent. Il ne faut pas se laisser influencer par le politique, il faut faire son travail, le faire bien en suivant son code de déontologie, son éthique, en suivant ses propres convictions. Donc, en regardant un peu sa vie, je pense que nous, aujourd'hui, nous devons simplement nous dire que nous avons du travail à faire quant à notre affirmation, parce que nous ne l'aurons pas de plus en plus. On retrouve moins de journalistes qui s'affirment. On est très vite emporté par, je dirais, la verve des politiciens, et parfois on est un peu timoré. À tort ou à raison, chacun connaît les conditions dans lesquelles il exerce, mais d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il y a encore un défi pour nos journalistes aujourd'hui, ce défi-là de laisser éclore notre potentiel et de ne pas nous laisser influencer par le politique, faire ce que nous avons fait à faire, le faire bien, pour laisser également une trace dans l'univers. Je suis un peu, je dirais, un peu frustré, pas frustré même, je reste un peu sur ma soif par rapport aux hommages, mais peut-être que d'autres choses viendront. Il y aura peut-être des... Par rapport aux hommages, comment? C'est-à-dire, ok, voilà. Vous faites partie de ceux-là qui estiment qu'il aurait pu avoir une décoration à titre posthume tout au moins. Bien sûr. Je le dis, peut-être que ça va venir. Parce que quand vous voyez autant de politiciens faire des hommages sur lui, autant de politiciens. Moi, je ne savais même pas qu'il avait eu à enseigner à des politiciens de cette trempe-là. Et quand il parle de l'homme, vous êtes devant l'évidence qu'il était simplement bon. Simplement bon, et il n'a jamais réclamé de fleurs, il a toujours été effacé, et ça c'est admirable. J'espère que nous aurons encore l'occasion de voir d'autres choses, d'autres personnes comme lui, et j'espère également que les pouvoirs publics, ceux qui le peuvent, feront davantage hommage à ce grand homme, peut-être par un monument. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais dans la presse, je pense que dans la presse, en tout cas pour l'expérience que j'ai, l'expérience de vie, la petite expérience de vie que j'ai, je n'ai pas encore vu un acteur de la presse décédé et avoir autant d'hommages. Pour la petite expérience, peut-être qu'il y en a eu, mais pour la petite expérience de vie que moi j'ai, je n'en ai pas encore vu, et c'est vraiment frappant de voir que nous-mêmes, on peut s'orgueillir, s'enorgueillir. On a quelqu'un qui a fait notre fierté et qui est reconnu comme tel, que tout le monde salue comme tel, sans qu'il ne fasse aucun effort. On n'a pas demandé on n'a pas suscité des hommages, on n'a pas suscité des louanges, non pas du tout, ça vient tout naturellement. Et tout le monde, en tout cas pour le peu qu'on sache de lui, tout le monde ne cesse de dire combien il a été. Voilà. Humilité, je vais juste ajouter quelque chose que j'ai souvent l'habitude de dire à mes collaborateurs, à mes stagiaires. Jérôme Carlos, vous allez là, souvent il est assis en train d'écrire sa chronique. Mais en arrivant, si vous lui parlez français, vous avez cherché. Il vous remet sa copie et dit, jetez un coup d'œil. Un écrivain. Un enseignant. C'est la grande humilité. C'est terrible. Il vous remet ça, il dit, lisez, peut-être que j'ai laissé des fautes ou j'ai fait... Bon, vous voyez le degré d'humilité de l'homme. C'est ça, Jérôme Carlos. Mais est-ce que cette génération que nous constituons n'a pas quelque peu raté le coach? Parce que nous avons eu ces baobabs-là dont nous parlons aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, Pascal, que nous sommes réellement la relève? Moi, j'essaie de m'inclure parce que je ne sais pas si je peux me soustraire de la question. Je ne peux pas répondre autrement, sinon ce serait la catastrophe. Ce serait dire qu'il n'y a plus d'espoir pour le journalisme. Je pense que nous sommes bien sûr la relève, sauf que nous avons des défis à relever. Et quand on voit de ces genres d'exemples, il faut que chacun puisse entrer dans son conscient et se dire, attention,
je peux mieux faire. En fait, nous avons les capacités, nous avons la compétence, mais nous manquons peut-être parfois de courage. Nous manquons peut-être parfois de méthode. Nous manquons peut-être parfois d'affirmation de soi. Il faut faire tout pour mettre le travail au-devant de toute chose, ne pas laisser la recherche du gain, la recherche des compromissions, la peur de tel ou tel gendarme ou de tel ou tel bourreau politique, ne pas laisser tout cela entraver notre travail professionnel qui, ma foi, est quand même ce qui nous différencie des uns et des autres. Voilà, donc je pense que nous avons la compétence qu'il faut, mais il nous faut de ces genres d'ingrédients-là que ces personnes-là ont, et il nous faut très vite trouver en ces personnes-là des motivations pour aller de l'avant. Surtout la motivation. Parce que si à cet âge, l'homme continuait à écrire, à rédiger lui-même ses chroniques, c'est un amour jusqu'à la fin, en fait. C'est ça, c'est un amour jusqu'à la fin. Et comme on le dit très souvent, je pense que c'est Boileau, tout ce qu'on conçoit bien arrive aisément les mots pour le dire. Voilà, donc c'est tout simple. Parce que pour lui, c'est un peu comme son quotidien. Il vit ce qu'il écrit, il vit la littérature, il ne le fait pas avec beaucoup d'efforts. Et il cherche à se faire comprendre. Vous voyez, tout à l'heure, on dit qu'il est capable de remettre à un peu jeune pour lui, parce qu'il cherche à se faire comprendre. Il ne s'agit pas d'être grandiloquent, d'avoir de gros mots, d'influencer avec je sais pas, des tournures emphatiques. Non, pas du tout. Encore qu'il était littéraire. Exactement, encore qu'il était littéraire. Il aurait pu se dire, je vais aligner des mots, 10 mots, que vous aurez la peine à comprendre. À chaque mot, il faut prendre un dictionnaire. Mais il a compris, en fait, ce qu'est notre métier. Notre métier, on communique, on informe pour se faire comprendre. C'est ça. Il ne faut pas demander au lecteur, à l'auditeur, à chaque fois de se référer au dictionnaire pour comprendre ce que vous dites. C'est lui dire carrément qu'il ne peut pas vous suivre, en fait. Voilà. Vous avez quelque chose à rajouter, Foucault? Non, pas du tout. Je crois qu'il a pratiquement dit l'essentiel. Au niveau de la relève, c'est qu'il faut que nous, journalistes, nous acceptons que nous devons nous affirmer. Savoir que le journalisme est une profession. Je crois que ceux qui ont cette conviction-là, que ce qu'ils font est une profession et que c'est leur profession, je crois qu'ils ont évolué, ils évoluent dans leur métier. Donc pourquoi pas nous? Et on sent qu'on se minimise et on pense qu'on doit être au service des autres alors que nous devons être aussi des professionnels d'un domaine comme d'autres. Absolument. Allez, c'était là l'instant hommage à ce grand homme. Puisse-t-il reposer désormais en paix. Allez, on va en venir aux actualités, aux autres actualités de cette semaine-ci. Il y a eu cette rencontre en début de semaine du chef de l'État avec les députés de la 9e législature. Beaucoup de choses ont été dites, mais à l'occasion, Patrice Talon a pratiquement fermé le débat sur cette polémique que d'aucuns qualifient d'inutile de troisième mandat. Alors, on va commencer par vous, Pascal. L'hypothèse du troisième mandat vient d'être définitivement écartée. Une hypothèse n'a de sens que lorsqu'elle continue d'émettre un doute. Oui, donc parler d'hypothèse de troisième mandat, cette hypothèse-là existe encore. Ah. Elle existe encore. Donc malgré oui. Cette assurance énième. L'hypothèse est par nature, elle ne disparaît pas nature que lorsqu'on a atteint le but. Donc c'est peut-être à la porte du troisième mandat, au lendemain de l'élection de notre peut-être de notre président, qu'on dira que cette hypothèse-là a été finalement totalement dissipée. Sinon, une hypothèse, elle reste hypothèse. Et je pense que nous l'avons vu. Il y a eu des jeux de mots qui ont fini par nous laisser comprendre que j'aviserai pour vouloir dire je ferai un deuxième mandat. Parce que l'homme est arrivé avec l'intention de n'en faire qu'un seul. Et ce n'est pas une façon de dire qu'il a mal fait, pas du tout. Parce que faire un deuxième mandat, c'est tout à fait constitutionnel. Il est dans son droit, il peut le faire. Mais tout à fait, nous savons aujourd'hui que les mots peuvent changer de sens selon ce qu'on en met derrière. Voilà. Donc, ce qui est sûr, ce qu'il nous laisse entrevoir, c'est qu'il n'y aura pas de troisième mandat. C'est qu'il n'a pas l'intention de se présenter pour un troisième mandat. Il précise quand même qu'il sera très actif sur le champ politique, ce qui veut dire qu'il ne sera pas non plus, je dirais, passif et peut-être, je dirais même un peu trop clément par rapport à ses successeurs. Non, pas du tout. Il a un plan en tête. Et quand vous suivez son discours, c'est qu'il veut conserver coûte que coûte les acquis de son mandat, faire en sorte que le successeur puisse entrer dans la même logique de gouvernance que lui. Je dirais que c'est tout à fait ce qu'on peut attendre d'un homme qui se dit avoir fait évoluer le pays d'un cran,
forcément il voudra que celui qui le suive continue dans cette dynamique-là, fasse en sorte que nous allions plus loin. Toujours est-il que, est-ce que cela ne laisse pas également entrevoir d'autres manipulations et quant au candidat de demain, et cela ne laisse pas entrevoir peut-être d'autres pièges pour les opposants, parce que vous voyez la verve avec laquelle les opposants aujourd'hui sont en train d'anticiper. Ils ont fait une expérience, les élections qui sont passées, je veux parler des législatives, parce qu'on a eu 2 déjà qui sont passées depuis talon, municipales, donc ils ont fait des expériences, ils ont compris que ne pas vite réagir, ça a été, je dirais, l'un de leurs péchés, et aujourd'hui, ils veulent vite réagir. Attention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer ici? Attention, est-ce qu'il n'y a pas à faire de consensus ici avant d'aller aux élections? Et c'est ça ce qui explique un peu tout ce qu'on sent, la fièvre qui monte déjà petit à petit, tout ce qu'on sent comme action de tel ou tel ou tel dans l'arène politique. Et c'est de bonne guerre. La rencontre de la fois dernière nous permet d'affirmer encore une fois que les acteurs politiques, qu'ils soient la mouvance ou de l'opposition, puisque le chef de l'État a rencontré les députés de la mouvance de l'opposition, les acteurs politiques savent déjà qu'il y a un enjeu et qu'il y a des défis, mais qu'il y a des choses à corriger avant d'aller aux élections. Et c'est pour avoir du consensus qu'ils se sont mis ensemble. Et je ne vais pas, je dirais, nous donner de l'eau à la bouche quant au prochain sujet, mais je dirais quand même que si ce n'est que parler de 3e mandat, l'hypothèse n'est pas totalement dissipée. Il nous donne simplement d'entrevoir qu'il ne veut pas faire un 3e mandat, qu'il restera actif, c'est-à-dire que celui qui le remplacera, il sera forcément celui qui décidera. Oui, forcément, il doit avoir un successeur. Voilà. Le problème de ceux qui ont commencé par mettre cette polémique sur la place problème, c'est que c'est lui, sa personne à lui qui ne doit pas revenir. Je pense que c'est l'idée derrière. Oui, c'est l'idée derrière. Je pense que lui-même, il l'a dit une fois déjà en 2021, il disait que le Bénin n'a pas cette culture-là du 3e mandat. Ce serait une première avec lui, en fait. Le Bénin, naturellement, n'a pas cette culture-là du 3e mandat. Il n'y a pas eu, depuis, en tout cas, l'aide démocratique, un seul qui ait pu faire un 3e mandat. Peut-être qu'il y en a eu qui ont voulu, et ça c'est resté un vœu, avec peut-être des débuts d'action qui n'ont pas abouti, qui sait. Mais dans les résultats et dans les faits, personne n'a pu faire un 3e mandat. Et ça va être vraiment chaotique de comprendre que c'est celui qui se dit avoir changé le système politique, avoir réformé le système politique pour une démocratie plus assise, une démocratie plus tournée vers la bonne gouvernance, que c'est celui-là maintenant qui cherche à faire un 3e mandat, à créer une sorte de coup d'État politique. Et je pense que ça va être un peu gauche. Et il ne partirait pas en triomphe comme il le veut si tant, parce que lui-même, il a toujours dit qu'il veut partir, mais il veut partir avec les honneurs dus à ce qu'il aurait fait, à ce qu'il aurait laissé comme héritage pour le pays. Et pour conserver quand même cet honneur, il faut partir selon les tests constitutionnels, finir ses mandats et partir. Il nous en donne l'assurance et nous attendons de voir. D'accord. Vous êtes aussi dubitatif sur le sujet. C'est vrai que la question du 3e mandat est toujours d'actualité quand le président en place finit son second mandat ou 2e mandat si vous préférez. Donc, c'est second mandat, donc du coup, on commence pas à s'habituer, mais est-ce que vous aussi vous restez dubitatif? Non, je crois que ce qui se passe, ça va de soi, hein. On est en politique et la politique, c'est pas pour les enfants de cœur. Et quand même, on commence par parler de son engagement à faire 5 ans, 2 fois, oui. un seul mandat. Moi, je l'avais dit dans le temps, avec le programme qu'il a annoncé, je l'avais dit, c'est pas évident que bon, si c'est le second mandat, c'est 7 ans, il a suggéré. Si c'est le premier, enfin le seul mandat qu'il voulait faire, il avait proposé 7 ans, 7 ans, je pense bien. Là, il aurait regretté. Parce que pour ce qu'il a annoncé, si vous savez, puisqu'on a une mauvaise habitude dans ce pays, c'est que nous n'avons pas la culture de lire les projets de société. Et ces candidats aussi n'ont pas la culture de réfléchir. C'est-à-dire que c'est tout comme si on demande à un cabinet,
écrivez-moi un projet de société parce que j'ai 5 millions de caution que je peux déposer pour être candidat. C'est avec Patrice Talon qu'on a compris que le président a maîtrisé vraiment son projet de société. Mais on a vu d'autres présidents passer. Mais qu'est-ce que Patrice Talon a mis dans son projet de société qu'il a transformé après qu'il ait gagné les élections en programme d'action du gouvernement qu'il n'a pas réalisé? Il a échoué sur d'autres. Il a dit, le système partisan par exemple, un peu, ça n'a pas marché tel qu'il a dit. Mais c'est tout ce qu'il a promis et sur lesquels le peuple a voté. C'est pour ça que quand le débat se mène comme ça, je dis non. Laissez-le finir son mandat et on va apprécier. Prochainement, ne votez plus pour lui. Ce n'est que comme ça qu'il faut commencer nous-mêmes par nous éduquer. Il a été le président qui a le plus respecté son projet de société. Donc, c'est ce qui est dans le document que nous avons voté qu'il est en train d'appliquer et on ne peut pas lui demander de changer les règles du jeu au cours du jeu. Donc, c'est pour dire tout simplement que c'était évident qu'après le premier, surtout qui n'était pas politicienne, que après le premier mandat ne pouvait pas lui permettre d'avoir de ressortir le contenu réel de son projet de société. Donc moi je savais que forcément, soit s'il tient vraiment à ne pas faire un second mandat, c'est sûr qu'il va positionner quelqu'un, mais celui-là sera une marionnette. Sinon, on ne pourra rien retenir de ce qu'il a pensé faire et ce qui a été fait. Mais de la même manière, si bon, on vous dira que, je vous coupe pas, mais on vous dira que c'est lui-même qui a dit qu'il fera le job en un seul mandat. Oui, c'est ça que je suis en train de dire. Il l'a dit, mais entre griffes, c'est de l'ignorance politique. Parce que si on va s'asseoir à la conférence nationale avec toutes les expériences, et on n'a pas dit mandat unique, on a dit 2 mandats, ça veut dire qu'on sait que le seul mandat va être toujours difficile. Et depuis ce temps, il n'y a que Nicéphore Soglo, le premier qui a commencé, qui a cru à ça, peut-être, mais qui a fait qu'un seul mandat. Sinon, tout le reste, tout le monde a été pratiquement d'accord pour le second mandat. Donc, c'est pour dire que Patrice Talon sait que le 3e mandat, ce n'est pas son affaire avant de venir. Il sait qu'il sera combattu sur ça s'il tentait. Mais si les tests lui donnent la possibilité, je ne pense pas qu'il puisse être aussi catholique que ça pour dire je n'en prends pas. Mais normalement, cette déclaration ne m'étonne pas parce que c'est de fait. Qu'ils disent qu'il ne fait pas un 3e mandat. Mais nous sommes en politique. Donc, à partir du moment, on dit souvent, le chat échaudé ne craint le chaude. Donc, à partir du moment où il a dit, je fais qu'un seul mandat, et il a fait 2 mandats, je crois que si vous aussi, vous avez des ambitions, vous devez être sur les qui-vive. Absolument. Donc rien ne rassure en fait, c'est ce que vous avez dire. Rien ne rassure, en politique. De voir que l'aboutissement converge finalement, parce que vous savez, et nous savons que l'œuvre de construction d'un pays ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et quand vous avez un projet aussi grand, et que vous vous asseyez, vous êtes réaliste, vous savez que vous ne pouvez pas le faire en 5 ans. Je suis sûr et persuadé qu'il le sait également, mais qu'il se disait peut-être, je fais ce que je peux, j'amène ça jusqu'au niveau où je peux, et l'État étant de continuité, cela va se poursuivre si le successeur est de la même idéologie que moi, et a la même ligne de conduite que moi. Voilà, simplement parce que la preuve c'est quoi? Il aura fait 10 ans, et il n'aura toujours pas fini ce qu'il veut faire. Il fera 15 ans, il n'aura toujours pas fini son programme d'action du gouvernement, parce qu'il y a des choses qui prennent du temps. Et il y a des choses au fur et à mesure, quand vous lancez dans la réalisation, dans l'exécution, vous vous rendez compte certainement des conditions, des réalités pratiques, et on finit par laisser. Et je donne l'exemple de l'aéroport de Glodibé. Oui, donc c'est en fait, ça veut dire il y a beaucoup de choses
ce qu'on prévoit, mais à la pratique, on se rend compte que ça demande peut-être plus de temps, plus d'investissement, et on se dit, mais avec ce temps-là, on a peut-être fait 3 ou 4 autres choses dans le programme d'action. Voilà, donc forcément, il n'aura pas fini. Mais est-ce à dire que tant qu'on n'a pas fini, on ne veut pas laisser, donc il faut laisser, forcément laisser, parce que l'État, il y a une continuité, et vous êtes appelé également à passer le pouvoir pour que d'autres personnes puissent continuer l'œuvre de construction de l'État. Maintenant, la question de est-ce qu'il reste, est-ce qu'il ne reste pas, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas comme si on était pessimiste. C'est pas du tout ça, c'est pas du pessimisme. Et il est sûr qu'il va faire 2 mandats, qu'il va partir, il affirme qu'il ne fera pas un 3e mandat. Nous y croyons et nous le voulons parce que nous tenons à ce que nos acquis démocratiques soient conservés, à ce que nos thèses soient respectées. Alors nous y tenons fermement et nous pensons qu'il va réaliser cette promesse-là, mais toujours est-il qu'une hypothèse reste une hypothèse et on entend de voir comment les choses vont se dérouler pour pouvoir finalement dire « Ah oui, il l'a dit, il l'a fait ». Bien avant qu'on en vienne au second sujet, mais à voir la manière dont les choses se font par Patrice Talon actuellement, qui initie des concertations, qui peut-être vont aller vers une certaine concertation nationale, on ne sait bien ce que ça va donner. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est décidément très focus à sortir par la grande porte? Bien sûr, vous savez, s'il y a une chose, en tout cas parmi tant d'autres, qu'on peut reconnaître à Patrice Talon, c'est qu'il a de la vision. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est que vous êtes aveugle. Il a de la vision et il a de la méthode. C'est vrai que, comme tout homme, personne n'est parfait. Il lui arrive de faire des erreurs dans le langage, dans la façon de dire les choses parfois, même dans la façon de faire. Comme tout homme, c'est normal. Il lui arrive de faire des erreurs. Mais c'est quelqu'un qui a de la vision et de la méthode. Et quand il commence ce processus, je dirais, de concertation, il ne le fait pas de façon anodine. Ce n'est pas du genre, il a rêvé un soir, en pleine nuit, et le lendemain, il s'est dit, bon, commençons à nous concerter. C'est pas ça. C'est quelqu'un qui a un chronogramme. C'est quelqu'un qui sait faire les choses en son temps. Il est dans son tempo à lui. Et il sait qu'il va vers une échéance inévitable. 2026 arrive. Et c'est peut-être le dernier tournant pour lui, mais pas l'ultime tournant pour, je dirais, sa ligne. Il veut bien sûr conserver ses acquis. Et pour le faire, il lui faut forcément commencer maintenant à aller vers ce que le peuple attend de lui. Vous savez, parce que vous voyez, le Béninois, il aime bien voir de belles routes, hein. Il aime très bien voir, je sais pas, tout ce qu'il y a comme monument. Et tout cela, ça l'amuse. Il n'y a pas de souci. Il y a plein de personnes qui vont à la place de l'Amazon aujourd'hui pour se distraire. Mais parmi ces gens-là, vous leur tendez le micro et parlez-nous de la situation dans le pays ou comment vous vivez un peu. Ils vont vous dire que la vie est chère. Ils vont vous dire que le panier de la ménagère, ceci, cela. Non, qu'on nous a construit beaucoup de goudron, mais que nous-mêmes, on vivote. Donc, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour dire que, d'une façon ou d'une autre, le Bénin a encore beaucoup de satisfaction socialement parlant, mais aussi du côté politique, où on a vu pendant longtemps, et je dirais non seulement déjà un parlement, haut lieu politique, qui était mouvance à 100%, et maintenant on a peut-être une lueur d'espoir avec un parlement qui est plus ou moins, je dirais, bicolore. Il y a une présence, au moins l'opposition, ce qui laisse entrevoir des débats plus ou moins équilibrés, même si on sait qu'il n'y a pas de l'équilibre quant à l'effectif des deux partis, je dirais, au niveau du Parlement. Mais au moins aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose qui fait que le peuple peut espérer que les décisions que l'on prend pour la survie de notre nation et pour notre épanouissement, que ces décisions-là soient effectivement discutées et ne soient pas simplement orientées vers des idéologies politiques et vers des fins personnelles. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'espoir. Et pour nourrir cet espoir davantage, Patrice Talon lui-même sait qu'il doit pouvoir aller vers la concertation et montrer que, oui, j'ai eu un temps où j'ai été dur pour faire avancer les choses. J'ai eu un temps où j'ai dû mettre démocratie de côté parce qu'il ne le cache pas. Parfois, il dit, pour la bonne gouvernance, il faut parfois laisser de côté certains principes. Et il ne le cache pas, en fait. Donc, il a eu un temps pour laisser tout cela de côté, pour avancer sur ses idées et pour taper dur, pour faire ce qu'il veut faire. Mais à un moment donné, il a eu un temps pour comprendre également que c'était le moment de commencer à dialoguer. Parce qu'il faut aller vers ce dialogue-là. Et dites-vous, quand ce dialogue sera fait et que le parti de l'opposition, les démocrates, auront peut-être contribué eux-mêmes à la modification de ce qu'il faut modifier, du code ou de telle autre chose encore, et que tout le monde sera allé aux élections,
et que peut-être le candidat porté par Patrice Talon sera peut-être élu pour un mandat, on ne dira pas qu'il a fait un coup de force sur les lois. On est d'accord. Au moins, on dira il a fait une concertation, tout le monde était d'accord sur les nouvelles dispositions. Vous avez même demandé à faire un scanner du fichier électoral, il a permis, il dit qu'il peut même donner l'argent pour que vous puissiez faire cet examen-là du fichier national, et voici il y a des soucis. Donc, a priori, vous-même, vous avez été d'accord pour toutes les conditions qui ont été mises en place pour le vote. Vous pouvez être d'accord pour les résultats également, puisque tout a été fait avec clairvoyance, avec, je dirais, limpidité dans les règles de l'art, et vous avez cautionné vous-même également tout ce qui a été fait. Je pense que je ne suis pas devin, je ne suis pas dans sa tête, mais je peux un peu envisager ce qui se fait actuellement et ce vers quoi il va. Il veut tout faire pour que ces élections de 2026 aient une certaine légitimité, tout au moins quant à la forme et quant à ce qu'il fallait faire en termes de concertation et en termes, je dirais, de consensus qu'on lui reproche si tant. Oui, aujourd'hui, en plus de tout ce que Pascal a énuméré aujourd'hui, Talon demande à ce qu'on cherche le consensus. Donc, je vous repose la même question. L'homme décidé à ce qu'on va dire, remettre la balle à terre pour pouvoir passer le tapis rouge et dire, voilà, j'ai fait le devoir et puis je m'en vais. Oui. Patrice Talon a toujours anticipé. Et j'ai dit, c'est celui qui est rigoureux sur son programme qui anticipe. Parce que s'il faut réfléchir à chaque instant, vous n'avez pas le temps d'anticiper. C'est quand vous réfléchissez en amont que vous pouvez, au cours de l'évolution, anticiper, préparer ce qui peut arriver. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, à 24 mois de son départ, ça peut s'expliquer par ce que disait Pascal tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est comme un enseignant. Quand il veut faire appliquer son programme, veut faire la pédagogie pour que les enfants assimilent, il prend le bâton, il crie, il fait, mais dès que les résultats sont sortis, que les enfants, le dernier de la classe à 14 de moyenne, c'est lui qui commence par faire la fête avec ses enfants. Pour dire, bon, vous avez vu, ça a été dur, mais aujourd'hui, tout le monde... Bon, de la même manière, à la fin de l'année, il fait la fête, parce que tous les enfants vont partir, et il y aura séparation, vous voyez, donc c'est un peu ça. Il leur a mis le bâton, mais il veut partir, et il s'est dit non. Il faut quand même que, pour ce que nous sommes en train de constater, il faut quand même que ce soit dans une certaine ambiance qu'il parte, et que s'il ne met pas cette ambiance en place, la transition va être difficile. Parce que on voit déjà ce qui se passe où tout le monde veut se déclarer pratiquement son dauphin. Ils n'en ont pas déclaré, ils n'ont pas déclaré je vais être dauphin, mais on a vu des gens très proches de lui, c'est des noms comme ça qui circulent, ça veut dire que le dauphinat est en train de s'auto-proclamer, ce dont on sent qu'il ne veut pas porter la responsabilité. Donc lui, j'ai fait avec vous, vous m'avez fait confiance, je suis en train de partir, et il ne peut pas partir unilatéralement avec son équipe, il veut partir avec tout le monde, en accord avec, enfin, dans une certaine ambiance avec tout le monde. Et c'est pour ça que tendre la main à une opposition, quoi qu'on dise, représentative aujourd'hui, et c'est très précieux pour lui qu'il y ait une opposition aujourd'hui à l'Assemblée. Sinon, il n'a pas besoin pour faire des modifications. Il a une majorité écrasante. Donc, s'il le fait, c'est forcément pour créer une certaine ambiance. Ça n'empêche pas les opposants d'être très éveillés. Ça ne les empêche pas d'être très éveillés. On est en politique. Mais il a mis le bâton et c'est comme ça qu'il est resté jusqu'à partir. C'est tout comme s'il est venu massacrer pour partir. Ce n'est pas qu'il est venu faire le bonheur de nous tous pour partir. À la fin,
Le maître appelle ses enfants, ils disent, bon, vous avez vu, non? Ah, maintenant que tu as eu son CPE, tu n'es pas content, tu deviens grand collégien, tu n'es pas content. Vous voyez, donc c'est un peu ça, ce que l'ambiance que Patrice Talon, il ne veut pas que des gens passent sur lui, le terrasse pour sa succession, monter sur lui pour la succession, parce que demain, ça va être, c'est lui, parce que celui qui est là va vouloir se défendre. Va vouloir, c'est parce que c'est comme ça. Il n'y a pas de régime dans ce pays qui n'est pas jeté de l'opprobre sur le régime passé. Ça, il n'y a rien à faire. On marche sur le régime passé pour se maintenir debout. Donc, c'est pour ça que je dis, il anticipe et il dit, non, si quelqu'un veut faire, la personne fait et est responsable de ses engagements, mais ça ne va pas être sur mon dos. D'accord. Oui, je voudrais ajouter que dès l'instant où nous parlons, ou peut-être plus tôt déjà, oui, certainement plus tôt, c'est que le combat est lancé sur le terrain et Patrice Talon est plus que jamais tourné vers 2026. Plus que jamais, il ne sera peut-être pas candidat, mais il sera très actif. Cela appelle déjà la classe politique de l'opposition à être violemment plus active, et je parle de violence douce, ce n'est pas parce qu'il faut que je précise, mais c'est pour dire il faut redoubler d'activité, parce que quand un Patrice Talon qui de nature est déjà très très fin dans tout ce qu'il fait, vous dit qu'il sera actif, quand lui-même sort ce mot-là, c'est que vous devez savoir qu'il sera doublement actif, parce que quand il le dit, c'est qu'il va mettre tout ce qu'il y a à mettre en jeu pour qu'il y ait une certaine survie des acquis. Il y tient, parce qu'il dit il ne faut pas que ce soit après moi le chaos. Voilà. Donc, il tient à ce que l'on continue sur la même lancée et qu'on aille plus loin. Parce qu'il dit également qu'il souhaite que le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin de demain du moins, soit meilleur au Bénin d'aujourd'hui. C'est son souhait, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aussi. Mais il faut que la classe politique d'opposition ne se laisse pas aller à tout cela, à tous ces beaux discours-là, et puisse effectivement participer à tout ce qui se fera pour que les élections de 2026 soient effectivement crédibles. Non chrysogène, mais beaucoup plus, je dirais, que cela soit déroulé de façon consensuelle et qu'on sente qu'une fois encore, la démocratie béninoise a pu surmonter un peu les bosses qu'il y a eu ces derniers temps pour se revigorer à la face du monde et pour devenir encore un modèle de démocratie. Alors, on a parlé révision du code électoral lors de ces échanges avec Patrice Talon et les députés. Alors, du point qui a été fait, le chef de l'État a demandé que les différents bords politiques à l'Assemblée nationale s'entendent pour un consensus et proposent quelque chose de faisable pour toute la classe politique qui arrange donc tout le monde. Alors, le consensus, jusqu'à quel seuil d'acceptabilité doit y avoir? Oui, quand on parle de consensus, c'est un compromis. Ça veut dire que chacun s'investit à gagner et à perdre. Et c'est là que le problème se pose. Qu'est-ce que je peux accepter? Qu'est-ce que je peux perdre? Donc, il va falloir. Et c'est pour ça qu'on est d'accord que les démocrates doivent aller forcément à la réflexion profonde. Il ne faut pas qu'ils, maintenant qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer, ils peuvent s'exprimer et ne pas gagner parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Donc, mais quand on leur donne l'occasion, ils doivent saisir cette occasion pour bien réfléchir, parce que quand vous n'êtes pas au pouvoir, en votre sein, c'est très difficile d'avoir une ligne solide. Parce que chacun aussi, ils ont aussi des ambitions chez eux. Il y a le leadership qui est là. Et il y a les tempêtes qui influencent. Donc, ils doivent mettre tout ça, les problèmes internes là, ils doivent mettre ça de côté, s'asseoir. S'il leur faut prendre des cabinets de spécialistes pour réfléchir à leur place, ils doivent le faire, parce que si jamais on leur donne cette occasion et qu'ils viennent faire de l'animation non fondée, parce que c'est l'idée de tel qui doit passer, surtout que quand le chef parle chez nous, là on ne parle plus trop et autres, ils vont regretter. Et
le peuple ne leur pardonnera pas ça. Parce que ils n'ont pas été associés et ils peuvent ne pas être associés. Et le président qui est en train de finir son mandat peut vouloir mettre la continuité absolue. Mais malgré ça, qu'il ait ces possibilités, il leur donne l'occasion de se prononcer. Donc, ils n'ont pas à s'amuser, ils doivent bien réfléchir et parler. S'ils sortent des propositions concrètes et très avantageuses, ça va aider le président. Parce que quand le président les invite, les associe, c'est pour que on ne dise pas, voilà, il a laissé certains et il est en quai et c'est d'autres qu'il a considéré en train de... Il veut considérer tout le peuple qu'il a mis en place avant de tourner dos. Il veut que tout le peuple soit encore ensemble. Je crois que spirituellement, c'est très fort, cette démarche. Si c'est effectivement comme ça qu'il est en train de penser, je crois que c'est une très belle formule. Maintenant, il reste que chacun mette du sien pour se dire le peuple d'abord, l'intérêt du peuple d'abord, pas l'intérêt de notre parti. Parce que le parti viendra servir le peuple. C'est pour ça que s'il s'amuse, le peuple va les sanctionner. Ça, il n'y a rien à faire. Oui, Pascal, j'ai la même question. Voilà, vous savez, le code électoral, il fallait le réviser. Ce qui est un peu dommage, c'est de voir que ce code qui a été présenté comme étant, je dirais, un instrument d'assainissement politique, du système politique, a été autant décrié, a subi peut-être autant de toilettage. Je me souviens, au premier vote de ce code-là, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est arrivé au niveau de la Cour constitutionnelle conforme à la Constitution, et dès qu'on a commencé à faire les premiers recours, la Cour a dit, j'ai déjà dit que c'est conforme. Du coup, ça a l'autorité de la chose jugée. Mais c'est quand ça a été chrysogène au lendemain des crises de 2019 qu'on se rend compte que, attention, non, cette fois-ci, il faut prendre au sérieux les recours qui avaient été déposés. Il faut maintenant revenir, il faut changer, modifier, changer telle chose. Et vous voyez, c'est dommage de voir que, c'est vrai, aucune loi n'est pas nature parfaite. Parce qu'une loi, elle doit être impersonnelle et d'ordre général. La loi a comme, je veux dire ça, dans sa définition, elle ne peut pas être précise. Sinon, on aura des situations qu'on ne peut pas gérer. Mais en même temps, il faut être conscient du fait qu'une loi reste une loi, il reste perfectible. Et pouvoir changer au moment opportun et non au moment opportuniste. Oui. Et là, c'est ce qui laisse un peu, je dirais, perplexe quant à ce qui se fait actuellement. J'espère que les démocrates prendront quand même la mesure de ce qui se fait et vont s'investir pour faire bien. Et ne pas se retrouver encore à la veille de l'élection avec des dispositions floues, des dispositions peut-être porteuses de handicap pour ce même code-là. Il faut déjà commencer à anticiper et faire le travail comme cela se doit. C'est vrai, quand le chef de l'État leur a demandé qu'est-ce qu'ils pensent de ce qui doit être révisé dans le code, ils ont dit qu'ils s'en tiennent à ce que la Cour constitutionnelle a déclaré par rapport au parrainage, que c'est à cela simplement qu'ils s'en tiennent. Mais il faut qu'ils profitent pour lire. Il faut qu'ils profitent pour lire encore. Ils ont dit aussi qu'ils ne sont pas venus avec des propositions toutes faites déjà. Donc, voilà, donc il leur faut réfléchir c'est normal. sur la Mais question. j'espère qu'ils y réfléchissent là. C'est vrai, au moment où on leur pose la question, ils n'ont peut-être pas réfléchi à cela, mais là, j'espère qu'ils y réfléchissent et qu'ils lisent toutes les dispositions qui peuvent avoir un impact sur le vote, qui peuvent avoir un impact sur les échéances à venir, afin de voir déjà dans quoi on peut trouver, je dirais, un champ flou, un champ dans lequel on peut se laisser aller à diverses interprétations, afin d'être clair sur chaque disposition. Comme ça, ils auraient anticipé sur ce qu'on appelle très souvent en politique, vous voyez les vides politiques, les lacunes de la loi. C'est souvent cela qu'on exploite. C'est les lacunes de la loi qu'on exploite souvent. Donc, c'est le moment pour eux de lire et de commencer déjà à faire le plaidoyer pour que tout cela soit pris en compte dans ce qui sera révisé. Parce que on est sûr d'une chose, c'est que il faut réviser.
puisqu'il y a des dispositions qui ne sont pas favorables aux élections générales de 2026, notamment pour ce qui est du parrainage. Vous savez, quand on dit 10% de parrainage, vous êtes aujourd'hui, je dirais, 109 députés. C'est vrai qu'il y a eu un qui est décédé, mais il y a un titre, le suppléant qui est là. Donc 109 des députés, vous avez 117 maires, ça fait à peu près 186 élus, et vous avez besoin de 10%, disons de 19 personnes tout au moins. Oui. Et puis, vous savez qu'on va élire, parce que les élections générales qui arrivent en 2026, on va les élire en 2026, et en même temps en 2026, il faut choisir le président. Et si parmi ceux qu'on élit en 2026 là, vous n'avez plus personne, ou bien ceux que vous avez, ils ne sont même pas encore installés. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent créer des crises. Donc, ils sont avertis par rapport à cela, et ils savent qu'il faut anticiper. La Cour constitutionnelle a tranché. Non, il faut plutôt que ceux qui sont là sur place puissent parrainer. Oui. Donc, à vous pour ce qui est des députés. Voilà. Donc, à vous maintenant de faire en sorte que le code électoral puisse intégrer les réalités de 2026 qui arrivent pour que vous puissiez voter dans un climat juridique assez paisible qui vous conforte et qui vous permet de ne pas vous inquiéter quant à tel blocage de candidature, non, tel dossier a été rejeté, non, finalement, on est allé à la Cour constitutionnelle qui a interprété autrement l'article, non. Donc, c'est le moment, en fait, de tout mettre au point. Et j'espère que c'est la classe politique de l'opposition, quand même, se donne à cette lecture-là pour que la loi soit bien toilettée, qu'elle reflète ce que l'on veut pour un système politique clair, limpide et qui est au service du peuple et de la démocratie. Et pensez-vous que ce jeu sera franc? Parce que quand on lit en fin de semaine ce test qui est attribué par exemple au député Basile Arrossi qui évoque un rejet systématique s'il y a d'une certaine révision de la Constitution, est-ce que vous pensez que le jeu sera vraiment assez pacifique? Vous savez, le jeu sera pacifique si les acteurs sont francs. Parce que ce qu'on craint souvent dans ces genres de choses, c'est la franchise des acteurs. Sinon, quand quelqu'un comme, je sais pas, je vais un peu plus en arrière, et Aïbouni vous dit, je vais réviser la Constitution, peut-être parce que depuis longtemps, les institutions internationales nous demandent d'intégrer la Cour des comptes à la Constitution. Donc vous y réfléchissez, vous vous dites, c'est bon. On aurait pu dire, mais vas-y, tu peux changer, tu peux modifier la Constitution. Mais ce sont les craintes, la franchise. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Est-ce qu'en voulant modifier tel article, on ne veut pas en profiter pour enlever tel mot de tel article de façon insidieuse? Et ce sera maintenant la veille des élections, on va nous dire, ah, mais vous n'avez pas bien lu en temps. Et il y a telle autre disposition en temps également dans la Constitution. Ouais. Donc c'est en fait ce climat d'inconfort, de manque de confiance qui fait que quand on entend parler de révision constitutionnelle, on a ça en horreur automatiquement. Parce qu'on se dit qu'il doit avoir une idée derrière la tête. Parce que une constitution d'abord, c'est une loi qu'on ne touche pas comme ça. Oui. Et puis quand quelqu'un se permet de toucher à cette loi à 2 ans de son mandat, on se dit forcément qu'il y a quelque chose derrière. Mais pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt? Pourquoi c'est maintenant qu'il cherche à le faire? Et mais qu'est-ce qu'il veut changer exactement? Est-ce que c'est sûr que c'est ce qu'il dit qu'il veut changer, qu'il veut réellement changer? Donc il y a beaucoup de questions qui se posent. Et on se dit, si on permet simplement qu'il y ait révision de la Constitution, si on se permet simplement de dire oui, on va réviser, on n'aura plus le contrôle sur ce qui sera révisé. Puisque, d'une façon ou d'une autre, ils sont majoritaires. Et si nous-mêmes on donne notre caution pour dire on va réviser, demain on ne pourra pas pleurer du résultat. C'est vrai. Voilà. Donc c'est des choses qui font que forcément il y a de la résistance par rapport à la révision de la Constitution. Mais ils doivent pouvoir faire leurs propositions, d'autant plus qu'on a demandé. Ils doivent on est à la recherche du consensus. Voilà. Absolument. Il faut forcément, parce que le Bénin a toujours évolué avec le consensus. Après tout, le consensus, on sait aujourd'hui que dès qu'il y a un minimum de consensus, ça nous fait avancer et quand même quelque peu. Et tel qu'il l'a dit, quand on parle de... Vous avez vu comment la constitution du 11 décembre là, a été vraiment difficile pour nous à toucher. Vous avez vu. Bon, maintenant, quand ça a été fait, vous avez vu aussi la polémique qu'il y a eu autour. Est-ce qu'on n'a pas de test de constitution? Est-ce que c'est ça qui est vrai? C'est ça, c'est le vrai ou bien c'est le faux? Vous voyez, bon, donc... le jeu doit être franc. Le jeu doit être franc. De partout, au fait. Autant de la mouvance que de l'opposition, du côté de l'opposition. Voilà, on n'a plus le temps pour continuer. Merci Constant Yaredou. Merci également à vous, Pascal Aguilera. Merci Angèle. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Allez, je vous laisse avec François-Xavier Noumon pour le duel cette fois-ci. On revient avec toute l'équipe après le bulletin pour le grand débriefing. À tout à l'heure.